A ver. Aguilar Pérez. Presente. Aguilar. Agustín Bock. Franz, ok. Alanis Ramírez. Presente. Álvarez Ibarlucea. Presente. Borja Rosas. Calderón Rodríguez. Presente. Calderón Rodríguez. Devoción, ¿no? Flores Yáñez. Flores Yáñez. Ok. Gallegos Mendieta. Presente. García López. Andrés. García López Andrés. ¿No? Gallego. González Fregoso Paula. Presente, profe. Vale. González Mendieta. Presente. Ok. Guzmán Amador. Ok. Hernández de Esa. Presente. Herrera Ponce. Herrera Ponce. ¿No? Herrera Soto. Herrera Soto. Tampoco. Juárez Ruiz. Ok. Lara Santín. Ok. Laureles García. Ok. López García. Mandujano Rojas. Ok. Martínez González. No, ya es baja. Mérida Quijada. Morales Águila. Norzagaray Mendoza. Núñez Campos. Rafaela Chula. Diana. ¿No? Ramírez Paredes. Ramírez Paredes. Presente. Ok. Rodríguez Sánchez. Buenos días. Edna Rojas Dorado. Buen día, presente. Buenos días. Sánchez Cerrillo. Sánchez Jurado. Presente. Vale. Santana Melo. No. Santillán Morales. Sep, ¿no? Torres Soto. Velázquez Rodríguez. Velázquez Rodríguez. ¿No? Vidal Abundis. Ok, alguien que me haya faltado o haya entrado tarde. Herrera Ponce, a ver, espérame. Herrera Ponce. Herrera Ponce. Cristian. Herrera Ponce. Santana Melo. Ok. Santana Melo. Itzel Flores. Flores. Aquí estás, ok. Flores. García López. Andrés. Ya estás. Santana ya, Marian y Velázquez Rodríguez. Ok, ya están todos.
Profesor, mi compañera Diana Estrella tuvo problemas con conexión. Ok, cuando se conecte, que me avise para ver lo de la asistencia, ¿no? Vamos a comenzar. Sí vamos a ver el documental. Lo voy a grabar y vamos a ver si no me tiran el video en YouTube. Si en dado caso de que me llegaran a tirar el video en YouTube, pues ya veré si puedo recortarlo para subir nada más la mitad de la sesión en donde estemos teniendo clase, ¿no? Ya les compartí también la página, entonces probablemente algunos de ustedes ya lo comenzaron a ver o ya lo terminaron, pero es importante que lo veamos todos, ¿no? Les digo, solamente es como para reforzar y que vean también un poco que el estudio de la lengua pues no se reduce a estudiar gramática, fonología, lo que verán después, ¿no? Sintaxis, etcétera, sino que tiene también otro tipo de factores que resultan igualmente interesantes y que es importante que tengan en cuenta, ¿no? Cuando acabemos el documental, les hablaré de una actividad que vamos a hacer para cerrar estos dos temas de variantes del inglés y del francés, que será el segundo entregable de este último parcial. Probablemente sea el último entregable también, porque no sé si me va a dar tiempo de otro. El examen es el jueves de la semana que entra. Entonces, para que tengan consideración de hacer la actividad y no se la vayan a saltar, porque les digo, probablemente sea la última, ¿vale? Entonces voy a compartir la página y vamos a comenzar a ver el documental. Para los que no se enteraron o no supieron bien o no se enteraron de esto, el enlace a esta página de internet o a este sitio de TV5 Montrose, ya lo pueden encontrar en Blackboard, se los dejé ahí. También les adjunté otro enlace que es de la misma cadena televisiva, que se llama, si no mal recuerdo, Aprender Francés con TV5 Montrose. Es de la misma cadena y es realmente como un curso, digamos, de francés, por si alguien le quiere echar un ojo por ahí, ¿no? Entonces, igual pueden visitar este sitio para los que no supieron lo que se recomendó al final de la siguiente sesión, en donde podrán encontrar series, videos de forma gratuita en lengua francesa, ¿vale? Vamos a comenzar, permítanme. Salut, moi c'est Fred et je suis bi. Bon, pas mal tout le monde le sait autour de moi, là, ma famille, mes amis, puis habituellement, je sens pas vraiment le besoin d'en parler. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont un problème avec ça. Mais avant d'entrer dans le détail, je vous explique comment je suis devenu bi. En fait, c'est ici à Ottawa que ça a commencé. J'avais 16 ans, je suis venu faire un échange étudiant pendant une semaine, puis j'ai rencontré du monde avec qui ça a cliqué. Après ça, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes bi autour de moi. J'avais des amis bi comme Evelyne, qui est partie vivre sur la côte ouest et qui est revenue quelques années plus tard complètement bi. Il y en avait aussi dans ma famille, comme une de mes tantes qui s'est jamais gênée pour le démontrer publiquement, même si à une certaine époque, c'était pas toujours bien vu. En revanche, mon autre tante, elle, est pas bi pantoute. Puis c'est pas faute d'essayer, c'est juste pas pour elle. Les bi, on est minoritaires, mais on est partout. Dans les écoles, dans les aéroports, même sur les chantiers de construction et surtout en politique. On est des millions de bi au pays. Des millions de bilingues. Oui, ceci est un documentaire sur le bilinguisme au Canada. Je vous comprends, là, le bilinguisme, c'est pas le sujet le plus sexy. Mais ça fait 50 ans que le Canada se dit un pays bilingue. Puis honnêtement, on a juste à regarder l'actualité pour se rendre compte que c'est pas tout à fait le success story espéré. Est-ce que le bilinguisme au Canada, ça peut fonctionner? Ou bien est-ce que c'est un projet complètement irréaliste?
Voici ce que je propose. Vous me donnez 1 heure pour faire le tour de la question puis essayer d'y comprendre quelque chose sans que ça devienne trop plate. OK? On commence. 1969, grosse année dans le monde. Woodstock bat son plein. Le Concorde fait son premier vol d'essai. Les Américains mettent le pied sur la Lune. La Chine poursuit sa révolution culturelle. Et nous, au Canada, on adopte la loi sur les langues officielles qui fait de l'anglais et du français les langues officielles du pays. Palpitant. Rappelons les faits saillants qui nous ont menés à ça. Jacques Cartier plus Samuel de Champlain égale la Nouvelle-France. Puis là, les Anglais débarquent et gagnent la bataille. Mais les Canadiens, je veux dire les francophones, disent « Wow, ça va faire l'assimilation ». L'Acte de Québec de 1774 reconnaît certains droits aux francophones. Presque 200 ans plus tard, dans les années 60, ça marche plus. On a l'impression que le pays est en train de s'effondrer. Et tout ça, c'est lié au fait qu'au Québec, il y a un mouvement d'affirmation de l'identité canadienne-française à l'époque devenue québécoise, sans précédent. On associe l'identité canadienne-française à une identité de personnes qui sont dominées, opprimées. Les études démontrent que les francophones sont les plus bas dans l'échelle. Si les francophones sont frustrés, les Canadiens anglophones, eux, cherchent à se démarquer culturellement des Britanniques et des Américains. Donc, on cherche l'essence canadienne et on se dit, il y a peut-être quelque chose de particulier commun avec cette dualité linguistique et c'est peut-être ça, le caractère distinct du pays. En 1962, André Laurendeau, rédacteur en chef du journal Le Devoir, dit à peu près ceci, que les francophones en ont assez d'être des citoyens de deuxième classe et de ne pas avoir les mêmes opportunités que leurs concitoyens anglophones. Il suggère qu'on mette sur pied une commission pour étudier le mécontentement des Québécois et l'opinion des Canadiens coast to coast sur le bilinguisme. À Ottawa, le premier ministre Lester B. Pearson sent la soupe chaude et puis il dit « OK, tu veux une commission? On va faire une commission. » C'est à ce moment que naît la commission Laurendeau-Dunton ou Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Pearson va nommer 10 commissaires qui doivent représenter la mosaïque et la complexité canadienne. Donc, on a des commissaires francophones, des commissaires anglophones et des commissaires qui représentent aussi les autres groupes ethniques. Tout ça forme l'équipe, parfois dysfonctionnelle, de la commission qui va débattre pendant ces années-là sur leur Canada idéal. Mais on s'entendait vraiment pas sur la forme que pourrait prendre le Canada bilingue. Puis, en 1968, arrive au pouvoir Pierre Elliott Trudeau, PET pour les intimes, qui réalise que les commissaires sont loin d'un consensus. Quand M. Trudeau est arrivé au pouvoir, évidemment, lui, il n'aimait pas trop les nationalistes du Québec. Il y avait une vision du Canada où le français et l'anglais devraient pouvoir rayonner d'est en ouest sans aucun problème. C'est-à-dire, M. Trudeau incarnait, lui, cette identité bilingue. Et il y avait une conception, lui, de l'individu. Le Canadien, c'est un individu qui devait pouvoir passer d'une langue à l'autre selon le contexte et qui devrait pouvoir s'épanouir en tant qu'individu. Les commissaires Laurendeau et Dunton, à l'époque, avaient recommandé que le Canada devienne un pays officiellement bilingue et que l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et le Québec se déclarent officiellement bilingues, donc la fameuse ceinture bilingue. Le gouvernement Trudeau adopte la loi sur les langues officielles, ce qui nous rend officiellement bi. Je pense que ça, c'est un mythe de la loi sur les langues officielles, de dire parce qu'on a une loi sur les langues officielles, du coup, ça fait du Canada un pays bilingue. C'est vrai que pour la majorité, la loi sur les langues officielles a absolument strictement rien changé. La majorité francophone au Québec et anglophone à l'extérieur du Québec, d'ores et déjà, avaient accès à des services du gouvernement fédéral dans la langue officielle de leur choix. C'est vraiment pour les minorités où ça a changé quelque chose. Si on parle du 50e anniversaire de la loi sur les langues officielles, c'est surtout de souligner le moment où on a affirmé dans l'espace public canadien que les deux langues avaient un statut égal. Et ça, c'était quand même à l'époque une symbolique forte. Si nous, on est confus, imaginez un étranger qui essaie de comprendre comment ça fonctionne. Le pays a 2 langues officielles, puis on peut être servi dans la langue de son choix, en théorie, pour tout ce qui relève du gouvernement fédéral, comme faire sa déclaration d'impôt ou renouveler son passeport. Mais la loi ne s'applique pas aux provinces qui sont responsables de la santé, de l'éducation, de plein de choses qui nous affectent au quotidien.
la loi va déclarer quand même que le français et l'anglais sont les deux langues officielles du pays. Et ça va entrer dans la façon dont les gens vont concevoir le Canada. Quand on pense aujourd'hui au Canada et quand on demande aux gens c'est quoi le Canada, ils vont dire mais c'est un pays bilingue et multiculturel. Si je vous dis bilinguisme, vous pensez à quoi? Bilinguisme, ça c'est ensemble. OK? Mais si je pense à dualité, ça c'est séparé. That's a hard one. I definitely think that there's a bit of a division on opinion. Moi, la première chose que je pense à, c'est juste le gouvernement fédéral, avoir les services en français ou en anglais. Quelque chose qui n'est pas universel au Canada. I mean, I think it's the way forward, really, for us. Pour moi, c'est d'abord un projet politique, puis ensuite, au point de vue personnel, c'est vraiment quelque chose qui me permet de travailler au jour le jour. C'est un atout d'être capable de parler en français et en anglais, d'être bilingue. Le concept de bilinguisme, pour moi personnellement, depuis que je suis arrivé au Canada, c'est le concept que pour un anglophone, il y a toujours un plan B. Pour moi, plutôt, ça évoque notre histoire, je dirais, de colonialisme, mais aussi une histoire dominée par une sensibilité européenne. Tu sais, j'ai jamais trop pensé à propos du bilinguisme au Canada. La plus simple réponse à la question, c'est compliqué. Selon le recensement de 2016, près d'1 Canadien sur 5 est bilingue. Le taux de bilinguisme anglais-français est passé d'environ 12 % en 1961 à pas tout à fait 18 % en 2016. Un gain de moins de 6 % en 55 ans. On avait pourtant de grandes ambitions et le but de la commission, c'était de rendre le pays bilingue. C'est du moins ce qu'on pourrait penser. Le but n'est pas d'encourager chaque citoyen à devenir bilingue. Le but est de créer les circonstances qui peuvent favoriser le bilinguisme des individus, mais un État bilingue, c'est un État qui assure l'épanouissement des groupes qu'il souhaite protéger. Comme on l'a dit, le but de la loi, c'était pas de rendre tout le monde bilingue, mais plutôt de permettre à tous les citoyens de mieux communiquer avec le gouvernement fédéral. Puis la loi prévoyait aussi la création d'un mécanisme de surveillance, un genre de chien de garde qu'on appelle le commissariat aux langues officielles. Son mandat, c'est de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la loi. Égalité de l'anglais et du français au sein du gouvernement fédéral et de ses institutions, mais aussi dans la société canadienne. Puis le maintien et l'épanouissement des communautés linguistiques en situation minoritaire. Mais on connaît surtout le rôle d'ombudsman du commissaire, qui reçoit environ 1000 plaintes par année de la part de citoyens ou de fonctionnaires fédéraux. À titre d'exemple, en 2017-2018, un peu plus de la moitié des plaintes ont été traitées avec un rapport d'enquête formel. Mais au bout du compte, il y a juste les 3/4 des recommandations qui ont été complètement ou partiellement mises en œuvre. Il est où le commissaire aux langues officielles? Ben, il est ici, dans ce magnifique immeuble de Gatineau. Est-ce que vous avez déjà fait des plaintes au commissaire aux langues officielles? Pas moi. Non. Je n'ai jamais apporté plainte. Je sais que des fois, c'est décevant. Tu penses que tu pourrais te faire servir dans ta langue, mais... Non, je n'ai jamais porté plainte. Porter plainte, c'est une démarche que Chloé Freinet-Gagné, une jeune Manitobaine, a complétée cette année. Donc, en fait, c'était, je pense que c'était le 6 mars dernier. J'étais à l'aéroport de Moncton. Si l'aéroport de Moncton est devenu bilingue, donc certaines obligations par rapport à ça. J'arrive à la sécurité et la dame qui m'accueille parle seulement anglais. Donc, je commence à lui parler en français. Je vois qu'elle comprend pas le français, donc je lui demande en anglais si je pouvais avoir des services en français. Et comme je lui demande en anglais, elle réalise, like, really, you can't speak English? Juste avec ce petit commentaire-là, je me suis sentie mal d'avoir demandé de faire revenir quelqu'un, mais vraiment, il ne faut pas qu'on se sente comme ça. Puis je pense que c'est ce message-là que je voulais faire passer. Et qu'est-ce que tu espères au bout de la ligne? J'espère juste que les gens qui comprennent le poids de ces commentaires-là. Si je peux peut-être encourager les gens à ne pas avoir peur de demander leur service en français. Puis c'est comme ça qu'on va améliorer les choses. J'ai toujours cru que j'étais chiate. Puis c'était important pour moi de l'être, français et anglais. Mais après avoir rencontré mon épouse qui venait du nord de la province,
J'ai découvert du Francis Cabrel, groupe sanguin, de la petite vie. Je n'aurais pas voulu vivre sans la petite vie. Donc, je suis fier d'être français. Et moi, je suis acadienne, puis je suis fière de l'être aussi, puis et canadienne aussi, là. Ça fait 50 ans que le Canada se dit un pays bilingue, où l'anglais et le français sont sur un pied d'égalité. On a encore des raisons d'en douter. Pensez par exemple à l'élection de Doug Ford en Ontario en 2018. Assez rapidement, le nouveau premier ministre a sorti sa hache pour couper dans les services en français. Et il y a le Nouveau-Brunswick, la seule province officiellement bilingue du pays. Le taux de bilinguisme anglais-français y est presque 2 fois plus élevé que la moyenne nationale. Normalement, ça devrait être l'endroit le plus bee-friendly au pays. Mais c'est plus compliqué que ça. Hi, sir. Bonjour. Do you want to answer to one quick question on the camera? I can't right now, guys. I got to Okay. those work closed. Okay. Do you want to answer one quick question about bilingualism? What's up with it? No? Salut Kevin. Hey! Ça va? Ça va? Ben oui. Je demande quelque chose pour faciliter la conversation. Parfait. Ou peut-être que ça va pas aider. Santé. Santé, pourtant, oui. Fait que Kevin, moi, je m'en venais ici en me disant, tu sais, je vais être dans la capitale de la seule province officiellement bilingue du pays bilingue. Ouais. Ça va être la meilleure place pour le bilinguisme. Et depuis que je suis arrivé, j'ai comme l'impression que ça va pas si bien que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, même après 50 ans de bilinguisme, il y a un problème. Kevin m'explique que malgré tous les efforts déployés jusqu'à ce jour, le Nouveau-Brunswick ne semble pas avoir réussi à vraiment intégrer les deux groupes linguistiques, que ce soit au niveau scolaire ou au niveau de l'emploi. Le problème, c'est-tu qu'on a des emplois qui demandent un bilinguisme ou c'est-tu qu'on ne réussit pas à bilinguiser assez de personnes? Puis moi, je suis très convaincu que le problème, c'est qu'on ne réussit pas à bilinguiser assez de personnes et donc, c'est là qu'il faut travailler, c'est là qu'il faut se poser des questions, c'est là qu'il faut réfléchir. Kevin Arsenault est député du Parti vert du Nouveau-Brunswick pour Kent-Nord. Agriculteur, écologiste, militant acadien de longue date, c'est quelqu'un qui est reconnu pour ne pas mâcher ses mots à l'Assemblée législative. Le député de Kent-Nord. Je suis un Acadien. C'est ma culture, c'est à l'intérieur de moi, that's who I am. De voir qu'après 50 ans, on ne comprend pas encore ce qu'est la dualité. La dualité. C'est ça, parce qu'ici, tout le monde parle de dualité plutôt que de bilinguisme. C'est quoi la différence? La différence, ça dépend comment tu le prends. Il y a une différence, je dirais, il y a une différence sociale, après ça, il y a une différence légale, là. En gros, la dualité, ça veut dire que d'un côté, il y a un système francophone et de l'autre, un système anglophone, que ce soit en santé ou en éducation, par exemple. Alors que le bilinguisme, c'est un seul système où on peut être servi dans une langue ou dans l'autre. Parler du sujet du bilinguisme, là, c'est comme touché ici. Oui, c'est touché surtout depuis la dernière élection. New Brunswickers woke up today to political uncertainty following last night's election. No party secured a majority, and two parties are locked in basically a dead heat. Les progressistes conservateurs de Blaine Higgs obtiennent un siège de plus que les libéraux. Mais Brian Gallant s'accroche au pouvoir et tentera d'obtenir la confiance de l'Assemblée législative. Mais pour combien de temps? La réponse est entre les mains de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick et du Parti vert. À l'automne 2018, le People's Alliance réalise un exploit et fait élire 3 députés, dont son chef Chris Austin. 3 sièges, c'est pas beaucoup, mais dans un contexte de gouvernement minoritaire, ça permet à l'Alliance de détenir la balance du pouvoir, donc avoir plus de leviers pour concrétiser sa vision politique qui s'attaque ouvertement au bilinguisme officiel de la province. Me sacó la plataforma. Dejaron de ver el video, ¿verdad?
Sí, profe, se detuvo. Ok, voy a por dentro otra vez. Y recorro unos minutos para que... législative, mais pour combien de temps? La réponse est entre les mains de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick et du Parti vert. À l'automne 2018, le People's Alliance réalise un exploit et fait élire 3 députés, dont son chef Chris Austin. 3 sièges, c'est pas beaucoup, mais dans un contexte de gouvernement minoritaire, ça permet à l'Alliance de détenir la balance du pouvoir, donc avoir plus de leviers pour concrétiser sa vision politique qui s'attaque ouvertement au bilinguisme officiel de la France. I can tell you the first thing we're doing to bring our 2 linguistic cultures together, we're getting rid of the language commissioners already. It's just a mess. It's complete failure. So if I have to be the lone voice in this House to say that bilingualism as it is today is not working, it's failed, then I will say that. New Brunswick is at a pivotal moment. Chris Austin est un ancien pasteur devenu politicien. Il dit vouloir réparer un gouvernement brisé qui dépense l'argent des contribuables inutilement, par exemple en finançant du transport scolaire dans les 2 langues. Good afternoon. I was trying to reach Chris Austin. I had that card here in my hand, and oh, there it is, under my phone. Merci d'avoir appelé l'Alliance des gens. S'il vous plaît, laissez-nous un message détaillé et on vous fait un retour d'appel le plus tôt possible. Voyant la difficulté d'obtenir une entrevue avec M. Austin, je passe au plan B et j'essaie de joindre la députée de Miramichi, Michelle Conroy. Je lui explique qu'on souhaite avoir une discussion franche et civilisée à propos du bilinguisme et qu'on aimerait entendre une variété d'opinions sur la question, dont la leur. You have reached the office of Michelle Conroy. Can't take your call at the moment, so please leave us a message. Hi, is this Mrs. Conroy? Yes, it is. My name is Frederick. Regarding a documentary project, do you think that would be feasible? No, we talked about it with the caucus and stuff, and yeah, I don't think we'll do it at this time. Le parti néo-brunswickois People's Alliance s'est jamais caché pour dénoncer le bilinguisme pendant la dernière campagne électorale. C'est étonnant qu'il soit si frileux face à ma demande d'entrevue. Pour m'éclairer, je vais voir Pascal Rechnog, journaliste et chef de bureau aux affaires publiques pour l'Acadie Nouvelle. Il m'aide aussi à ventiler ma frustration. On essaie de les rejoindre, on veut avoir une entrevue avec eux, puis ça n'a pas l'air. Oui, à date, ça ne marche pas pantoute. Comme journaliste, c'est-tu quelque chose de familier pour toi? Mais ils sont disponibles pour les médias anglophones. On participe à des mêlées de presse avec Chris Austin, le chef de la People's Alliance, qui répond à mes questions. Mais des demandes d'entrevue, one-on-one, ça peut être plus compliqué avec eux. Leur base, c'est des anglophones, des régions anglophones. L'Alliance a probablement rien à gagner à vous parler à vous, comme ils n'ont probablement rien à gagner à nous parler à nous. Nous interrompons cette entrevue pour une annonce importante. La responsable des communications du People's Alliance nous rappelle. Hi, Fred. It's Laverne Stewart with People's Alliance. We have a Francophone translator and French teacher. She is a member of People's Alliance. She would be prepared to be interviewed for the documentary. Andrea? Oui! Donc, à défaut de pouvoir m'entretenir avec le chef ou une députée de l'Alliance, je rencontre une de leurs employés. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce parti-là, qui veut, entre autres, mettre fin à la dualité? J'aimerais voir les écoles ensemble. Mon école, à Grand-Sault-Grand Falls, les écoles étaient combinées. Les francophones prenaient leurs cours en français et les anglophones prenaient leurs cours en anglais. Puis, on entendait les 2 langues à travers l'école. Puis, c'est là où les anglophones ont vraiment appris le français plus que n'importe où parce qu'ils l'entendaient partout, OK? Moi, ma famille était française, mais on était entourés d'anglais. Alors, à 3 ans, moi, j'étais bilingue. C'est en 1968 que le premier ministre libéral du Nouveau-Brunswick, Louis Robichaud, a déposé le projet de loi qui allait rendre la province officiellement bilingue, comme le recommandait la commission Laurenteau-Dunton. La province avait un mandat de faire tout le monde bilingue. C'est la seule façon que tu peux avoir tout le monde à être servi dans leur propre langue. Mais c'est allé à une autre direction. Ça a été la direction de la séparation.
au lieu de faire tout le monde bilingue. Je suis pour le bilinguisme, OK? Puis à cause de ça, peut-être je suis contre la dualité, je ne sais pas, là, OK? Mais moi, c'est juste dans le domaine de l'éducation. Si au Nouveau-Brunswick, c'est délicat de discuter des langues officielles, j'ai trouvé à l'autre bout du pays quelqu'un qui a tout de suite accepté de nous parler. So if I say bilingual Canada, you think of? I think of a lie, something that's false, something that's not true, because Canada's not a bilingual country. J.J. McCullough ne se gêne pas pour partager ses opinions de jeunes conservateurs gays et végétariens, sur Twitter, YouTube et dans des chroniques du Washington Post. It's a country that is officially bilingual. It's a country that has a bilingualism act, but it is in no practical sense a country in which French and English are equally spoken, which to me is what a bilingual society is. But it in no ways describes the reality of Western Canada. En Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan, l'anglais est la principale langue parlée à la maison par 80-90% des gens. Moins de 1% des foyers de ces provinces utilisent principalement le français. The idea that, that there are two official languages, that there are two sorts of Canadians whose sort of linguistic needs are more important than everybody else's, I just reject that premise. But any solution the government in the country would be by de facto unilingual English speaking? I think that you can have services that are accessible to the French Canadian minority as numbers dictate, but I don't think that you can create this kind of like artificial construct in which you pretend that there is equal demand for French and English services across the country, and then thus we have to have, this bilingual ruling class, administering public services in British Columbia and Vancouver. That to me is preposterous. As Canada becomes more diverse, it is going to seem much more of an affront to democracy to exclusively reserve so much political power for this slice of the community, the French, English bilinguals, disproportionately white folks from back east, holding so much political power. That is not a recipe for a healthy democracy in the long term. Bon, peut-être quelques chiffres là, pour nuancer ce qu'on vient d'entendre. Si on considère l'ensemble de la fonction publique fédérale au pays, c'est un peu plus de 40% des postes qui sont désignés bilingues, puis sont concentrés dans la région d'Ottawa, au Québec et au Nouveau-Brunswick. En Colombie-Britannique, c'est environ 4% des postes qui sont désignés bilingues, ou comme dirait JJ, réservés à l'élite bilingue. 4%. C'est pas juste du côté anglophone qu'il y a des gens qui sont contre le bilinguisme officiel. Il y en a aussi du côté francophone. La loi sur les langues officielles est un des moteurs de ce bilinguisme à la canadienne qui n'a fait que nuire en fait à l'essor du français au Québec et au Canada. Maxime Laporte est président du mouvement Québec français qui vise à faire du français la seule langue commune de l'espace public au Québec. Ceux qui parlent une langue minoritaire, manifestement, sont obligés d'apprendre cette langue hégémonique qu'est l'anglais en Amérique du Nord et dans le monde. La loi sur les langues officielles, à bien des égards, divise les francophones de part et d'autre au Canada. Elle les désolidarise. Elle est fondée sur une conception perverse de l'aménagement linguistique, conception individuelle plutôt que territoriale. Dès le départ, le projet du Canada bilingue a été confronté à la réalité du territoire. Un territoire immense, essentiellement anglophone, avec des coins francophones répartis de façon inégale. Dans la majorité des provinces, entre 7 et 9 personnes sur 10 ont l'anglais comme langue maternelle. Au Nouveau-Brunswick, les 2 tiers ont l'anglais comme langue maternelle et 1 tiers le français. Au Québec, 8 sur 10 ont le français et 1 sur 10 l'anglais. Le principe de territorialité, c'est exactement ce que proposait le commissaire André Laurendeau, c'est-à-dire définir des zones géographiques où on retrouve des services soit en français, soit en anglais, plutôt que d'offrir des services dans les 2 langues à la grandeur du pays. On peut remettre en question l'idée d'un Canada bilingue pour plusieurs raisons, mais une des critiques qu'on entend souvent, c'est que le bilinguisme, ça coûte cher. Les gens qui sont contre les langues officielles au Canada n'ont pas beaucoup de chiffres à mettre de l'avant. De ne pas respecter les langues officielles, ça coûte aussi très cher parce que ça vient miner le lien de confiance entre toute une population et son gouvernement. Ça crée de l'aliénation. Et ça, c'est pas très bon pour l'unité nationale. Et ça montre encore une fois comment les langues officielles, c'est politique au Canada. Ben, écoutez, je suis pas sûr s'il y a quelqu'un qui a déjà comptabilisé au cent près le montant d'argent investi en langues officielles. C'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup de ressources depuis le milieu des années 60. Le manque de bilinguisme coûte davantage. Peut-on imaginer
un pays où 4 millions de francophones unilingues n'avaient pas de service du gouvernement fédéral. C'est pas gratuit. Cela dit, il y a des gens qui pensent qu'il y a 2 fois plus d'hôpitaux à cause de ça, puis qu'il y a 2 fois plus d'écoles à cause de ça. C'est pas vrai. Les hôpitaux, il n'y a pas plein de médecins francophones et anglophones qui se tournent les pouces dans les urgences parce qu'ils se disent « Ah, si seulement on avait seulement un système, on pourrait travailler toute la journée. » Non, non. Il y a une richesse dans la vie lorsqu'il est en mesure de communiquer avec les gens. Pour moi, la première fois que j'ai visité le Canada, parmi toutes les villes que j'ai visitées, il y avait Montréal. Et après 1 heure, 2 heures, j'étais comme, OK, je voudrais habiter ici. Mais Josiane a dit, OK, mais si tu veux habiter à Montréal, il faut améliorer ton français. Ça fait vraiment chaud au cœur à moi parce qu'il a fait ça pour moi, mais pour lui-même et aussi pour toute ma famille. C'est certain, je suis beaucoup plus à l'aise en anglais. Je trouve que je perds un peu de ma personnalité en français. Quand je parle en anglais, j'ai comme accès à peut-être 30 000 mots, mais en français, je suis plutôt à 8 000, 10 000, je sais pas. Je peux faire un New York Times crossword puzzle du samedi en anglais dans 20 minutes, mais je pourrais pas faire le mardi en français équivalent, c'est presque certain. À l'été 2017, Statistique Canada a sorti des chiffres qui révélaient que la population anglophone connaissait une hausse marquée dans certaines régions du Québec. Les médias et les commentateurs francophones québécois ont capoté devant cette nouvelle preuve de la domination de l'anglais. Puis quelqu'un a ramené tout le monde sur Terre en découvrant que StatCan avait fait une erreur dans l'interprétation de certaines données. Ce quelqu'un, c'est Jack Jedwab, un expert des statistiques qui s'intéresse aussi aux questions linguistiques et identitaires. Le français n'est pas menacé à Chicoutimi-Rimouski, à l'extérieur de Montréal. Pourtant, les gens ont l'impression que le français est menacé partout. Mais si on compare historiquement la situation du français ici à Montréal des années 70 et la situation aujourd'hui, le français a progressé énormément. Aujourd'hui, on peut obtenir le service en français presque n'importe où à Montréal parce que les anglophones ont appris le français, qui est extrêmement important, pour les permettre de travailler en français dans une plus importante mesure. Jack se définit comme bi, ou plutôt, il se dit 50% anglophone, 25% francophone et 25% allophone. Et dans une ancienne vie, il était aussi vendeur de jeans. Where I learned my French was really here. Right, it was not much in school, where I grew up, like in the Côte-Saint-Luc side. Right. Alors, c'est comme j'ai passé le matin et l'après-midi dans l'ouest de Montréal, dans le boulot anglophone, puis ici, c'était un univers très, très différent pour moi. When it's forced upon, people are against it. But when they understand that it's good to avoir les 2 langues en même temps, là, it's very, I don't know, it's just an advantage to have an extra language, to be able to communicate with people on a regular basis, whether it be for business or for anything like that. It's toujours important. On voit des anglophones en Ontario puis au Nouveau-Brunswick qui se plaignent du bilinguisme, qui se plaignent des acquis des francophones. Comment on explique ça? Je veux dire, eux sont clairement majoritaires. Là. Oui, il y a un paradoxe aussi. Et le paradoxe, c'est que les anglophones dans la région de la capitale nationale ou à Nouveau-Brunswick avaient l'impression que le français est très minoritaire, très limité, et effectivement, c'est très minoritaire. Mais n'importe quelle gang ou n'importe quelle présence du français semble, pour un certain segment des anglophones, je dirais qu'ils ne sont pas très progressistes, de vouloir dire que le français avance partout, et ça va nous affecter en termes de nos gains et de nos opportunités économiques. Est-ce que, juste par la géographie et la réalité du Canada, l'espèce de rêve d'avoir un pays bilingue, ça sera toujours une utopie? Et je pense que le rêve d'avoir un Canada bilingue dans le degré auquel la personne soit capable de parler les 2 langues, c'est une utopie. Il faut qu'on soit réaliste par rapport à nos objectifs. On se trouve avec une situation où les Américains non hispanophones sont capables de parler espagnol de manière plus fréquente que les anglophones hors Québec sont capables de parler le français. Surtout parce qu'ils ont plus d'opportunités à avoir d'interaction avec l'autre langue
malgré tout ce qu'on entend de négatif, il y a une grande volonté auprès de la population, auprès des anglophones, d'apprendre l'autre langue. Mais pourquoi dans les statistiques, ça ne suit pas cette volonté-là? Parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'avoir des interactions de manière importante avec des francophones. Il y a des jeunes 18-19 ans qui sont capables de parler le français, je parle des anglophones, mais 5, 6, 7 ans après, ils sont plus capables de parler le français. C'est, comme on dit en anglais, use it or lose it. Je suis en train de perdre le français à chaque jour. J'ai vraiment pas la chance de pratiquer. J'ai perdu la moitié déjà. I didn't do French immersion. I wish I had, but there was also not really opportunities to practice in kind of a natural conversation way. Tu peux seulement apprendre une autre langue si tu habites dans cette langue, si les personnes autour de toi préfèrent parler cette langue et parlent cette langue autour de toi. Depuis 1 an, je travaille dans un secteur où mes employés parlent français et je dirais qu'il y a 1 an, mon français était beaucoup pire, plus pire que ce qu'il est en ce moment. Et je m'entends parler en français et je suis impressionné par le fait que je peux parler aussi rapidement et aussi clairement en français. Pour aider les Canadiens à devenir bi, des programmes d'immersion française ont été mis en place dès les années 60. Aujourd'hui, ils sont victimes de leur popularité. En Ontario, les inscriptions ont grimpé de plus de 70 % entre 2005 et 2015. En Colombie-Britannique, on a vu des parents camper pendant des jours devant l'école pour pouvoir inscrire leur enfant. Pour certains, les programmes d'immersion sont devenus une affaire d'élite qui favorise les enfants issus des classes supérieures sans même réussir à les rendre réellement bilingues. Mais en Nouvelle-Écosse, il y a un programme qui sort du lot. On dit même que c'est la meilleure école d'immersion française dans la galaxie, rien de moins. Moi, c'est Frédéric. Frédéric, bonjour, bienvenue. Merci. Ceci, c'est la classe de débutants 1. OK. Alors, ils sont venus ici à Sainte-Anne il y a 3 semaines avec aucun français. Là. Aucun mot. Non. Ils disaient peut-être bonjour, au revoir et c'était tout. Super. Et maintenant, là, il y a des conversations qui se passent. Génial. L'Université Sainte-Anne offre 2 programmes d'immersion, un pour les étudiants réguliers pendant l'année académique, puis un programme intensif de 5 semaines qui accueille chaque été une clientèle variée, des jeunes, des moins jeunes, des étudiants, des professionnels. La grande majorité vient du Canada, mais c'est aussi populaire auprès des Américains et des Européens. Michael, où est le voyage demain? Grand Prix. Grand Prix, très bien. Quelles sont les couleurs dans le drapeau acadien? Alors? Les couleurs dans le drapeau acadien est bleu, blanc et rouge. Dis cette phrase au négatif. Les Raptors jouent à Halifax. Les Raptors ne jouent pas à Halifax. Est-ce qu'on prononce ça? Joue. Les Raptors ne jouent pas à Halifax. Excellent, Mason. Très bien. Fabriquer une histoire dans laquelle vous essayerez de contextualiser, incorporer les structures que nous avons vues cette semaine. Si on veut dire ça va mieux, mais dans le futur, ça ira mieux si on peut le trouver. Exactement, oui. Ce contexte-ci est un contexte vraiment idéal parce que c'est une immersion totale. C'est vraiment un contexte où ils vivent en français 24 heures sur 24. Et puis, on a un règlement assez strict qui dit que si les étudiants parlent anglais 3 fois, ils doivent quitter le programme. C'est pas dans une salle de classe qu'on apprend le français, c'est lorsqu'on est dans une situation authentique, qu'on appelle, là, comme dans un match de balle molle ou en train de faire à manger. Donc, avec tous ces contextes-là, ils ont vraiment la chance de mettre en pratique ce qu'ils apprennent dans la salle de classe. J'ai des amis en France, un ami à Paris que je visite tous les ans, depuis 30 ans déjà. Alors, c'est important que j'apprends mieux le français. Les points, comme 250. Oui. Je m'appelle Dee et je viens de Oakville, Ontario. Pourquoi tu as décidé de venir ici? Parce que je bosse un palais et je ne parle pas à Antigonish ou à ma maison. Et je bosse un palais et voilà, je parle français. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Go et long. Go. Non. Go. Non. Et long. Non. Go et long. Go et long. Excellent. Merci.
Pour arriver à être bi, il y a un moment où il faut sortir de sa zone de confort et se jeter à l'eau. Il y en a qui vont préférer les classes d'immersion, mais il y en a d'autres qui n'ont pas peur de se mettre à nu en public. Je crois que beaucoup de gens ne pensent pas que la bisexualité est quelque chose de réel. Non, ils croient que c'est comme une notion inventée, comme les licornes ou le bilinguisme au Canada. Comme Sugar Sammy et Mike Ward, Jess Salomon aime rire du monde et faire rire le monde in both official languages. Mais disons que ça s'est pas fait du jour au lendemain pour cet anglophone originaire de Montréal. Est-ce que faire des jokes en anglais et en français, c'est pareil? Il y a des différences culturelles. Et aussi, je ne sais pas si tu sais, mais en français, on utilise beaucoup de mots pour dire une chose. Donc, c'est un peu difficile de trouver quelquefois le rythme pour arriver au punch. Mais j'ai appris un nouveau mot québécois que j'aime beaucoup. C'est le mot pour le pénis. Les Québécois, vous autres, vous l'appelez une graine. Oui, une graine. L'unité la plus petite qu'on percevoir. Pour moi, le français était toujours la politique et c'était l'école et les examens. Maintenant, j'ai une relation plus positive avec le français parce que je trouve l'humour amusant et faire rire les gens amusant et traduire et m'exprimer mon point de vue pour faire rire plus de gens. Une fois, une femme dans le public m'a crié « Tu aurais dû rester avocate !» Oui, je l'ai répondu « Tu ne sais... » Ah, fuck, I should have stayed a lawyer, damn it. En décidant de faire des jokes en français, tu te mets vraiment dans une position vulnérable. C'est plus difficile parce que c'est pas ma langue, mais au même temps, le public est plus avec moi parce qu'il voit que je suis vulnérable dans la bonne façon. C'est quelque chose sans une loi, sans quelque chose qui te fait faire le bilinguisme. Personne va le faire, non? Parce que c'est comme j'avais dit qu'avec la loi sur les cigarettes, il y avait un moment où le gouvernement a dit, OK, c'est illégal de fumer dans les bars et les restaurants. Et tout le monde était très fâché. Like, who are you, my parents? And actually we know what's best for you. And now everyone is like, disgusting. How did we ever do that? Et je crois que c'est comme ça avec le bilinguisme. C'est pris en contexte avec l'autre valeur, que c'est protéger une groupe de personnes, une culture, une langue. Et c'est vraiment la seule façon de le faire, c'est avec des lois qui sont strictes. OK, merci beaucoup, Bordel. Bonsoir. Si on résume, je suis bi. En fait, on est des millions à être bi au Canada, mais malgré ça, il y a encore des gens qui s'opposent aux politiques qui favorisent le bilinguisme. Pour vraiment être bi, au-delà de l'immersion, il faut avoir des raisons pratiques, émotives ou culturelles pour vouloir apprendre et utiliser d'autres langues. En passant, on est rendu aux 3/4 de notre documentaire sur le bilinguisme, puis vous êtes encore là. Bravo. En fait, j'ai l'impression que vous commencez à aimer ça.我的名字叫林敏，我在加拿大生活了9年。我说的是，应该还没有太大的影响，因为会一点英文的话，就是有时候有些英文的学生也可以就是轻松一点解决，但基本上都是说中文，我觉得也没什么障碍。C'est comment vivre au Canada sans vraiment avoir besoin de parler l'anglais ou le français? 似乎好像没有什么特别的影响。Le Grand Vancouver est une des régions les plus cosmopolites du pays. Ici, presque la moitié de la population a une langue maternelle autre que l'anglais ou le français. Et un peu plus de 5% des Britanno-Colombiens ne parlent aucune des langues officielles. Les Canadiens issus de l'immigration sont un peu moins susceptibles de parler l'anglais et le français que les Canadiens de naissance.
Si au Québec, plus de la moitié des immigrants sont bilingues, à l'extérieur de la province, ils ne sont que 6 % à pouvoir soutenir une conversation dans les deux langues officielles, contre 11 % des gens nés au pays. On reconnaît que le français est fragile et qu'il faut le protéger, qu'il faut en faire la promotion. Rémi Légère est un politologue acadien spécialiste des questions touchant la francophonie et aux politiques publiques. On tenait à le rencontrer parce qu'il a vraiment une perspective pan-canadienne sur le sujet. Moi, ça fait 7 ans que je suis au BC, j'ai passé 2 ans en Alberta. Quand on quitte la ceinture... Le bilingual belt? Oui, c'est ça. À l'époque, dans les années 70, on parlait de la ceinture bilingue. Quand on quitte, le bilinguisme, c'est autre chose, en fait. Que quand on se réveille le matin, il faut prendre la décision de vivre en français. Il faut aller à la recherche de services en français. Il faut aller à la recherche d'une garderie francophone. Il faut aller à la recherche d'une école francophone. Quand j'étais à Moncton, je me levais le matin, je savais que mon café, la dame ou le monsieur qui travaillait au café... Tu peux lui demander en français. J'allais lui demander en français. Tandis qu'ici, il faut que je parte à la recherche du français. Est-ce que le bilinguisme anglais-français, c'est encore pertinent dans un Canada multilingue? L'enjeu au Canada, je pense que ça va être la reconnaissance de l'anglais-français, à côté la reconnaissance des langues autochtones et ensuite la reconnaissance, je dirais, d'un bilinguisme social. Il y a beaucoup de Canadiens qui parlent l'anglais et le mandarin. Il y a des Canadiens qui parlent l'anglais et le punjabi. Comment valoriser ce bilinguisme social? C'est une question, je pense, à laquelle il faut réfléchir, à laquelle il faut travailler dans les prochaines années, parce que c'est une réalité qui est plus, je dirais, présente. La question linguistique, c'est pas juste un sujet de recherche pour Rémi. C'est aussi un enjeu dont on parle en famille. Well, Remy speaks exclusively French to her, and I speak mostly English. English is my strongest language, and I try and speak Cantonese. I would say, oftentimes I find myself saying something in English, and I go, oh yeah, I know how to say that in Cantonese. Okay. When I was very young, at home, we spoke Cantonese and Vietnamese, and my dad also speaks Tu Chao. So my sisters and I, we all have different strengths in the different languages, but English was the language that they wanted us to learn. Yeah, you're going to watch TV in English, we're going to go out and speak to people in English. There was no question of, should you learn this other official language of Canada? Pour moi, j'ai l'impression que si c'est pas moi qui lui transmets la langue, ce sera personne. Et, je sens ça comme une lourde responsabilité. Definitely, for me, the Cantonese is something I worry that she will lose. Even though you live in a city where Cantonese is more heard than French, no? Je pense pas qu'il va y avoir cette idée que Maëva est francophone ou Maëva est anglophone ou Maëva est bilingue. Je pense que ça va plutôt être normal qu'il y ait une dynamique entre les langues, qu'elle parle à maman en anglais et à papa en français, puis une certaine partie de sa vie avec maman en cantonais. J'espère que ce sera ça la norme dans notre famille aussi. Dans certains coins du pays, le mandarin et le punjabi sont plus présents que le français. Puis ça nous oblige à repenser le bilinguisme anglais-français. Qu'est-ce qui fait qu'une langue peut avoir un statut officiel? Est-ce que c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui la parlent ou qu'elle est liée à notre histoire? Puis si c'est une question d'histoire, est-ce qu'on doit revoir notre définition de peuple fondateur? So anin bojo meje kendo dem shkadenigan wawaskonen indigenicas. Shwanagan dunji Newmarket dunjiba Nishinaabe Quail Ojibwe and Dao. Learn your language. Do your best on a daily basis to insert, reclaim, practice, dialogue, passing it down to the generations that are coming after us. And I think we should all be thinking about official languages. This is a country that was created on colonial values. And I think about the great loss in recognition of the sovereign people who've been here for time immemorial. And I think about the great eradication of identity by not even recognizing one language. And it would be very difficult to officially recognize one language, but I do think there is room for a recognition of multiple languages across this country. Plusieurs pays offrent un statut officiel aux langues autochtones liées à leur territoire, comme la Bolivie, qui en reconnaît pas moins de 36 avec un statut égal à l'espagnol. En juin 2019, le gouvernement de Justin Trudeau a adopté son projet de loi C-91 sur les langues autochtones qui vise la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des quelques 90 langues autochtones qui sont encore vivantes chez nous, mais dont les 3/4 sont en danger. Once you can express yourself freely without criticism, then you can actually consider yourself whole.
the indigenous languages across Canada, although there is a variety, if Canada can put the money there, it would show that, yes, we recognize you not just as a language, but as an expression to the land and the people. For over 450 years, the repression is that we weren't allowed to be ourselves. And just a simple thing like talking in your home with your children is what we're asking for. And if they support that, the freedom for all would be just so wonderful. Pouvoir parler sa langue avec ses enfants, c'est un désir universel. C'est quand même fou de penser qu'il n'y a encore pas si longtemps, il y a des Canadiens qui ont été empêchés de le faire. Comme francophones, minoritaires à l'échelle du pays et du continent, c'est difficile d'être insensible à ça. Difficile aussi d'être insensible au fait qu'après 50 ans de loi sur les langues officielles, si le bilinguisme a progressé, c'est essentiellement parce que les francophones ont appris l'anglais et non l'inverse. C'est bien le fun d'apprendre une autre langue, c'est bien pour le cerveau, ça combat l'Alzheimer, ça facilite les voyages, mais pour faire votre vie, pour vivre votre vie, c'est accessoire. Graham Fraser est le commissaire aux langues officielles qui est resté en poste le plus longtemps. Il est aussi connu pour son rapport spécial sur Air Canada. Spécial dans le sens de Air Canada a un problème persistant avec les langues officielles, puis il faut que ça se règle. Ça s'est peut-être pas encore réglé, mais l'ex-commissaire poursuit sa mission personnelle de promotion du bilinguisme. Est-ce que les jours du bilinguisme sont comptés au Canada? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a une stabilité. On est deux sociétés à grande majorité unilingues qui vivent côte à côte et le seul pont entre ces deux sociétés est vraiment le gouvernement fédéral. Le garantie de la loi de cette façon, c'est de dire aux citoyens, vous n'avez pas besoin d'apprendre une autre langue pour avoir des services du gouvernement fédéral. Et c'est le paradoxe, d'une certaine façon, parce que c'est le bilinguisme institutionnel qui permet des citoyens de rester unilingues. Ironiquement. Oui, c'est tout à fait possible dans notre pays d'être millionnaire, prof d'université, ministre dans un conseil de ministres, sans apprendre l'autre langue. Il y a des milliers d'anglophones qui ont quitté le Québec parce qu'ils ne voulaient pas vivre comme des minoritaires. Et il y a également des francophones en situation minoritaire qui déménagent au Québec parce qu'ils veulent vivre toute leur vie en situation majoritaire. Moi, je trouve ça normal. Je pense qu'il y a, avec toutes les frustrations fédérales provinciales qu'on a, le fédéralisme existe comme pour gérer ces tensions plutôt que les étouffer. Vous le voyez où, le bilinguisme à la canadienne dans 50, dans 100 ans? J'espère que ça continue de progresser. Peut-être on peut aussi intégrer l'histoire et l'avenir divers dans une identité culturelle bilingue ou multilinguistique. I hope that more people will be bilingual. C'est quand même une grande demande de ressources d'apprendre une langue additionnelle. Quels sont les bénéfices de parler une autre langue? Je pense que certainement les personnes qui parlent français vont parler l'anglais de plus en plus. Mais je ne sais pas si le bilinguisme pour les personnes qui sont anglophones va croître de même manière. Je dirais qu'on doit beaucoup se battre pour le bilinguisme français-anglais au Canada. Ça devrait passer par nous autres adultes et parents. On devrait comme inculquer, motiver les enfants les plus jeunes à comprendre ce que c'est que le bilinguisme et à comprendre que c'est un atout, être bilingue. Donc, si on ne fait pas ce travail-là, tout ce cheminement-là, je pense que finalement, le français sera totalement assimilé au Canada. My generation has more accessibility to move. If you want to continue to be an asset in any industry, you need to be available to speak various languages, whether it's French, English, or Spanish. I think that if anything, it's just going to continue to, by expanding our knowledge, it's going to unite us as a whole. Qui, dans l'histoire du monde, a souffert à cause
prenant une deuxième langue. Personne. C'est toujours une bonne expérience. À la fin de la journée, c'est toi dans ta communauté avec tes friends et puis ton école et puis tout le monde d'autre qui vont faire la langue survivre. Si le monde croit que c'est important de continuer d'apprendre en français, ils pourront continuer d'apprendre en français. Tu peux croire que c'est tragique, mais à la fin de la journée, qu'est-ce que toi t'as fait personnellement pour l'arrêter? Je ne crois pas que c'est monsieur le gouvernement qui va arrêter ça, tu sais. C'est pas moi y aller pour ma licence en anglais ou en français qui va changer tout, ou moi y aller pour mon passeport en français ou en anglais qui va changer le fait que mes enfants vont peut-être parler anglais ou français, tu sais. C'est moi qui vais faire ça. Ça fait à peu près 1 heure qu'on se parle de bilinguisme. Pour se rendre compte de quoi? Bon, on n'est pas dans un pays bilingue d'un bout à l'autre. La loi sur les langues officielles, ça fait pas de miracle. Ironiquement, ça permet aux citoyens de rester unilingues. C'est plus un genre de ciment national qui colle pas partout puis qui s'effrite un peu. Ça nous coûte combien exactement ce ciment-là? On ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a encore des gens au pays qui veulent devenir bilingues, mais pas nécessairement bilingues anglais-français. Est-ce que le projet de bilinguisme, c'est un projet fou? Oui. Puis c'est un projet très politique, très politisé. Justement, si on enlevait un peu de politique de l'équation, peut-être que ça nous aiderait à convaincre plus de gens de devenir bi. Bonjour. Hello. No, I'm looking for people to answer one quick question. It's on bilingualism. Oh, bring it on. Okay. Oh, yeah. Wait. I'm from St. John, New Brunswick. I don't even know French, but let's have it. So how do you feel about bilingualism? I think it's awesome. Yeah? Yeah, don't listen to the bigots. Okay. Oh, no. Oh, no, let's have the French and the English together. You know, bring it on. Let's make love. Let's be friends. Let's work with each other. Keep talking. Keep doing what you're doing. Keep modeling that we love each other, that we are part of the human family. Thank you so much. Bueno chicos, ahora que acabamos de ver el video, cuéntenme, ¿qué opinan? ¿Qué les pareció? ¿Quiénes prestaron atención? ¿Qué enseñanzas obtuvieron? ¿O qué cosas pueden comentar sobre lo que acabamos de ver? ¿O nadie? ¿Nadie tiene nada que decir? Bueno, a mí es interesante ver la percepción de cuando eres, bueno, en este caso el que está comentando que dice que es bilingüe, ¿no? Y ve desde el punto de vista cómo llega a ser un punto positivo, pero a la vez un punto que como que es una división entre si hablas francés, si hablas inglés, porque todavía hay como un tema de discusión interno. Lo interesante es que una sociedad se está, como que el bilingüismo se está debatiendo y todavía está en función de llegar a ser como más aceptado, que llegue a ser algo más aceptado dentro de todos, porque también está, lo triste es que como se politiza, entonces hay gente que está en desacuerdo porque no le conviene. Pero creo que eso también lo hace interesante a Canadá. Yo no lo había visto desde ese punto, no sabía cómo estaba ahí, pero lo hace único también el hecho de que seas bilingüe dentro de esa comunidad. Todavía está en desarrollo porque
le falta, con el tiempo, pues tiene que crecer esa idea dentro de la sociedad, que los que no la aceptan, que se vayan poco a poco aceptando y que vayan viendo que el ser bilingüe muchas veces trae mejores resultados para tu trabajo. Como había de los que entrevistaban, había quienes trabajaban con sus profesiones que podían hacer de las dos, o sea, tenían más oportunidades, pero había quien se cerraba y decía, no, yo solo inglés, inglés, entonces como que no tenía ciertas oportunidades como los que sí son bilingües. Sí. Y por ejemplo, me gusta, o sea, voy a decirlo así, ¿no? O sea, por ejemplo, me gusta mucho que participes tú, también me gusta mucho. Hay varios que participan, Ana Laura y todo, pero los demás no tienen ningún comentario al respecto, tampoco. Nadie más tiene nada que decir. O sea, estoy de acuerdo, ¿no? Con lo Yo, que profe. dices. A ver, dime. Bueno, sí, yo creo que es importante que saber que aunque se tenga la noción de que Canadá sí es bilingüe, en realidad muchas veces, o como te lo dice el video, no lo es. Por ejemplo, yo tengo una amiga que fue a Canadá y me comenta que fue a Quebec, que es donde también dice el video, que es donde están más franceses que gente que habla inglés. Entonces, ella sin saber francés, obviamente son como muy, bueno, te dan la bienvenida mucho en inglés y te ayudan a saber más o menos, pero que dice que muchas veces si entre quebecianos, o como le decían, no me acuerdo cómo le decían en el video, hablaban en inglés entre ellos, pues se veía muy mal entre la gente de Quebec porque como que es más francés. Entonces, no se ve a veces mal también tener ese bilingüismo. Y además de que sí es mucho más factible de que alguien que esté hablando francés o tenga francés nativo hable o empiece a hablar inglés, que alguien de inglés empiece a aprender francés. Por lo mismo que es como más práctico, digamos, o bueno, se usa un poco más el inglés que el francés en el mundo, digámoslo, o en una, pues sí, globalmente el inglés es más práctico que aprender el francés. Sí, por eso es una lengua franca, ¿no? O sea, además de que se tiene que enfrentar en ese país con el hecho de que hay más hablantes de inglés, pues además se tiene que enfrentar con el hecho de que el inglés es la lengua franca en el mundo, ¿no? Entonces se enfrenta, digamos, doblemente a una lengua que avanza, digamos, a mayor velocidad que el francés, ¿no? ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Nada? Entonces solamente vieron el video Adrián y Cristian. ¿A nadie más le despertó ninguna curiosidad, nada? Sí, yo, profe. Ajá, a ver, dígame. Bueno, a mí me llamó la atención eso de que mencionan que, bueno, la responsabilidad de ser bilingüe está como en los ciudadanos que son bilingües para que así lo pasen después a las demás generaciones y siga como vivo el idioma, vaya. Y eso creo que es también muy cierto, a pesar de que se politice mucho, creo que sí está bien pensar así, de que nosotros, bueno, los que hablan dos idiomas lo pasen a las siguientes generaciones para que pues siga vivo. Como que y pues ya no será eso. Se cortó un poco, Melissa. Si vuelves a repetir lo último, por favor. Que nada más era eso, profe. Vale. ¿Carlos? También a mí me gusta cómo los profesores a lo largo del tiempo las lenguas las quieren transmitir, las quieren adaptar de forma de transmitirlas lo más rápido posible para que se puedan aprender mejor. ¿Algo más? ¿No? ¿Nadie más por ahí? ¿Alfredo? Bueno, pero por una parte, el chavo que comentó que por su trabajo tenía que aprender francés, para mí se me hizo muy bien porque dependiendo de tu trabajo y todo eso, vas a tener que aprender algún idioma o lo que se necesite, siento yo.
Sí. ¿Algo más? Alejandro Soto. Pues es muy interesante, ¿no? El hecho de que por la manera de que, o sea, para comunicarnos haya cierto conflicto, y como dice, ¿no? Que hay tanto una división como una unión. Sinceramente desconocía, yo sí sabía que Canadá era un país que era de francés e inglés, pero pues no sabía que había un conflicto un poco pues grande, ¿no? Por el hecho de que haya dos idiomas en el territorio. Evidentemente, pues es obvio que el inglés tiene de alguna manera más peso, pero pues es muy interesante, la verdad. De hecho, tengo un primo que también está en Canadá y sí me ha llegado a comentar que ha llegado a lugares que justamente, como dice el documental, ¿no? Hay lugares en los que él llega y trata de hablar en inglés, pero la mayoría de gente que está en esos lugares hablan francés, ¿no? O sea, como que hay ciertos, por decirlo de alguna manera, barrios, no sé cómo decirlo, Sí. donde hay gente que habla más francés que inglés. Entonces, de alguna manera, pues él tiene que buscar la forma de ir a un lugar donde sí hablen inglés, ¿no? Lo cual a veces se le complica, ¿no? Porque a lo mejor le queda más cerca un lugar, digamos, quiere ir, no sé, a la tienda o a algún lugar en específico que le queda cerca. El inconveniente es que ahí hablan francés. Entonces, tiene que desplazarse más a un lugar similar donde hablen inglés. Pero realmente es algo interesante, ¿no? Y como dijo hace rato un compañero, ¿no? Que todavía está en proceso. Yo digo que sí puede llegar a un resultado óptimo el que el país llegue a ser un país oficialmente, bueno, o sea, que llegue a una balanza donde ambos idiomas puedan convivir. Pero pues si no, yo creo que todavía falta bastante el hecho de que esto se desarrolle, ¿no? Más por las cuestiones políticas y sociales del país. Pero sí, muy interesante, la verdad es que me gustó. Ok, Melissa, ¿otra cosa que quieras comentar? Bueno, igual yo creo que es importante, bueno, lo que más me gustó del video es que las personas tratan de rescatar la idea de ser bilingües, porque a diferencia de los americanos, creo que, o pues en este caso los mexicanos que van allá tratan de enfocarse en el inglés y perder el español. Y en lugar de verlo como una ventaja, lo ven como una desventaja. Y eso me gusta, ¿no? Que los canadienses lo vean más como una ventaja para, ya sea para el trabajo, para comunicarse con los mismos hablantes del francés o el inglés. Y yo creo que está padre eso de rescatar las dos lenguas. Creo que nos ayuda, bueno, en ese caso les ayuda muchísimo en el trabajo y en otras áreas. Ok, me doy cuenta que todos tienen como una visión muy positiva de lo que dijo el video y todos coinciden en que, digamos, la tónica del video en general es muy positiva en este aspecto. O sea, entiendo, ¿no? Lo que me comentan, porque sí hay iniciativas y se generan todos estos, por ejemplo, un documental como este, ¿no? Que pretende también incentivar hasta cierto punto el bilingüismo en este país, pero todos coinciden en que la perspectiva o el futuro del bilingüismo en Canadá se puede ver desde una perspectiva extremadamente positiva. Vamos a ver comentarios que hay aquí, en lo que piensan esto. Sí, el hecho de que ser bilingüe conlleva responsabilidades que en muchas ocasiones no tomamos en cuenta. Y las aportaciones que dan a través del video son aspectos que yo nunca había considerado. Creo que porque simplemente te enfocas en aprender y ya. Los casos de cada persona, aunque son comunes, mencionan aspectos que no tomamos en cuenta. Sobre el conflicto de que se hablen dos idiomas, es una lucha constante. Esto seguramente pasa en más países, no solo en Canadá. Sí, sobre todo en donde hay dos idiomas oficiales. Desde cuarto de primaria ya te empiezan a meter el francés como segundo idioma. No sé si ya cambió eso. Y eso está interesante y está bien que empiecen a ser bilingües. Yo pensé que no había conflictos y que era normal que hubiera estos dos idiomas. Como lo habíamos visto también en el artículo para la tarea anterior, hablar una lengua es un proceso identitario, ¿no? Y justamente lo que nos manifiesta este video
es que de pronto en un país en donde hay grupos que hablan dos lenguas, hay un conflicto identitario, ¿no? ¿Qué somos? Es un poco lo que mencionan al principio, ¿no? ¿Cómo definimos o cuál sería la diferencia de Canadá con respecto a Estados Unidos, en donde hablan también inglés, y con respecto a Francia, por ejemplo, en donde hablan francés, ¿no? Y de pronto dicen, ah, claro, el bilingüismo es la clave, somos bilingües, somos biculturales, y eso es lo que nos hace especiales, vamos a decirlo así, ¿no? A ver, Cristian. Sí, profesor, me acordaba de la lectura donde aparece que decían de Cato, un estudiante que era, creo que era de Asia, que estaba estudiando en una universidad y que pusieron el recordatorio a los estudiantes cómo hablar inglés, que era hablar más despacio y que él daba el consejo. Pero algo que me acuerdo mucho de él con este video es que él decía, si tú eres chistoso en tu cultura o hablando tu idioma, vas a ser chistoso hablando otro idioma. O sea, tu personalidad no la pierdes. Y hago referencia a eso porque en el video vemos a una chava que hace stand-up y ella se enfrentó al problema cultural que ella no manejaba el francés, no era fluida como su idioma natal, pero el beneficio para ella fue que cuando aprendió francés, se dio cuenta que podía no solo conectar con la gente que solo hablaba su idioma, sino hacer reír a gente que no era su público, que no eran, no hablaban inglés. Entonces yo creo que este es un beneficio de que ella decidió romper esa bandera de ser monolingüe, hablar dos idiomas. Y luego otro punto que menciona también que es importante, por ejemplo, mencionar algo de Estados Unidos, tiene un español que es minoritario, o sea, como decía Enlace, si tú dices que en Canadá hablan inglés y francés, pues te puedo decir que Estados Unidos hay gente que habla español, pero no es pues no es la mayoría. Pero eso me produce la pregunta de que en un futuro, ¿qué va a pasar en Estados Unidos? ¿Se volverá oficial el español? Porque entonces estás hablando que es realmente la comunidad más fuerte después del inglés, bueno, que habla español en Estados Unidos está creciendo. Hay muchos lugares donde se habla el español y no se habla el inglés. O sea, entonces es como que un punto de referencia de decir cómo va a ser el futuro en Estados Unidos. Es muy interesante lo que dices porque justamente vemos el trumpismo o lo que acaba de pasar hace algunos años con Donald Trump, el año pasado, y obviamente el conflicto era de tipo cultural, ¿no? Hasta dijo los mexicanos rateros que vienen a Estados Unidos. Pero en realidad el conflicto se puede trasladar también a un conflicto lingüístico, en el sentido de que las personas que hablan español en Estados Unidos también entran en conflicto con esta otra parte, digamos, nativa, entre comillas lo voy a poner, de los norteamericanos que, digamos así, consideran que son los verdaderos norteamericanos, ¿no? Y entonces, a pesar de las ciertas diferencias que puedan tener los conflictos, vean cómo además estamos en dos conflictos diferentes, pero que hasta cierto punto se parecen. En Canadá estamos ante dos comunidades que históricamente se desarrollaron en el mismo país. Lo vimos un poco en la presentación. Llegan primero los franceses, luego entran los ingleses y conviven y se arma esta comunidad, vamos a decirlo así, bilingüe. Pero en Estados Unidos estamos viendo cómo está ocurriendo un poco lo que pasó en la colonia de la Nueva España, de la Nueva Francia. Los mexicanos están yendo hacia allá y comienzan a conquistar, vamos a decirlo también entre comillas, espacios. Y se comienza a gestar lo que acaba de decir justamente Cristian. Un conflicto en el que todavía no sabemos cómo se va a resolver. Lo que sí sabemos es que el español no solamente avanza en términos de los que hablan español, los que originalmente hablan español de Estados Unidos, sino que además muchos de los que hablan inglés de forma nativa comienzan a aprender español de manera recurrente. Hay muchos lugares también en donde incluso el español es obligatorio como segunda lengua en las escuelas. Y sí, ¿no? Efectivamente es una buena pregunta. ¿Qué va a pasar en este lugar en donde estamos viendo una situación
un tanto similar. Pongo un tanto similar porque les digo, no es lo mismo. En Canadá, ambas comunidades ya se han desarrollado de manera histórica. En Estados Unidos estamos viendo ¿cómo decirlo? Un influjo de hablantes hispanos a una comunidad anglófona que todavía no termina. Y el crecimiento de una lengua como el español, ¿no? De hecho, es lo que muchos dicen, ¿no? Bueno, ellos se llevaron medio territorio, en muchos sentidos dominan indirectamente todavía América Latina, pero da la casualidad que actualmente los mexicanos conquistan territorio de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una buena pregunta. A ver, vamos a ver qué más dicen aquí. Andrea. No, yo no lo veo de una forma positiva, puesto que a mi punto de vista es como racismo, así como el caso de la chica que dijo que en el aeropuerto no le querían ayudar en francés y solo estaban contestando en inglés, con eso hacen que supriman su lengua madre. El francés en este caso, por querer que todos hablen la lengua mayoritaria, efectivamente, ¿no? Casos de discriminación que se dan por la lengua. Ana Laura, es muy acertado lo que dice Chris. En Miami y en más zonas en las que los latinos abundan, casi no se habla inglés, efectivamente. En mi experiencia dudo mucho que se establezca el idioma español, ya que no hay mucha difusión y los mismos mexicanos no les enseñan a sus hijos el idioma también, eso es cierto. ¿Creen que es más importante el inglés? Sí, hay familias en donde efectivamente se pierde la lengua nativa, otras no, se enseña. Y generalmente, otra vez volvemos a lo mismo, es un asunto de identidad, ¿no? Yo te voy a hablar en español porque es mi lengua y porque quiero que aprendas mi lengua. Si la identidad de la persona en español no está bien afianzada y desconfía de su propia lengua, seguramente no le enseñará, ¿no? Y le dirá, no, mejor aprende inglés, que es lo que te va a servir. Mi lengua no interesa tanto. También depende mucho de cómo nos concibamos en términos identitarios, ¿no? Bueno, ¿alguna otra cosa para ya pasar a lo de la actividad? ¿Alguien más que quiera decir algo? Bueno, esto fue en relación con el video. Ahora vamos a trasladar la pregunta hacia su propia práctica de lenguas. He abierto, vamos a hacer una actividad similar, el foro, un nuevo foro que está abierto desde hoy, 2 de agosto del 2021. Si ustedes actualizan la ficha, ya les debe, perdón, el Blackboard ya les debe aparecer este foro. Y se va a cerrar el viernes 6 de agosto a las 11:30 de la noche. Y consiste en lo siguiente. Con base en lo visto sobre las variantes del inglés y el francés, todo lo que hemos visto, elabora un breve comentario respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la importancia de conocer para un estudiante de lenguas extranjeras la existencia de variación en una lengua determinada, en este caso del inglés y del francés? ¿Qué aporta a tu futura práctica como intérprete, traductor, docente, etcétera? Y un poco también como trasladándolo al video, ¿no? Muy bien, ya conocen toda esta situación, ya tienen un panorama muy amplio de lo que ocurre en Francia, de lo que ocurre en Inglaterra, de lo que ocurre en Canadá. Nos saltamos a Estados Unidos, pero tienen ahí la lectura. ¿Qué aporta esto a su práctica como estudiantes de lenguas extranjeras? ¿Sí? ¿Qué creen que en un futuro en qué les puede beneficiar esto? ¿O en qué les puede complicar esto la práctica de su aprendizaje? Considerar solo se tomará en cuenta el primer comentario, al igual que la vez pasada, por lo que es indispensable incluir en él todo lo que haya que decir con relación a los temas planteados. Se recomienda escribir primero en Word y luego pegar el texto en el foro. No elaborar comentarios extensos, media cuartilla máximo. Ya saben que aquí se pueden pasar un poco, pero no recomiendo que sea más allá de una cuartilla, porque luego no los termino de leer todos. Se valorará la retroalimentación que hagan los alumnos sobre los comentarios de sus otros compañeros como participación de clase. Para obtener la participación de esta manera es necesario que el comentario aporte a la discusión y tenga calidad argumentativa. Y la evaluación se realizará de forma orgánica, es decir, la calificación se asignará de manera directa. Aunque es importante considerar que se evaluará tanto la calidad de la redacción como el contenido y argumentación del comentario. Este foro ya está abierto, tienen hasta el viernes para incluir sus comentarios. Piensen un poco la respuesta, tienen bastantes herramientas, ¿no? Ya conocen la diversidad en este sentido.
hemos trabajado varios aspectos de esta diversidad, fonéticos, políticos, culturales, identitarios. Lo hemos visto en varios de los aspectos en los que, claro, faltan, porque no es el único de las únicas formas en las que se puede abordar el problema, pero lo hemos visto de diferentes ángulos. Entonces tienen las herramientas necesarias como para pensar, ¿no? ¿Y esto en qué me ayuda a mí como estudiante de lenguas extranjeras? O con un propio plan de a lo mejor de, yo estoy estudiando esto porque quiero ser tal, ¿en qué me beneficia todo esto? ¿O en qué me complica saber todo esto? ¿Vale? ¿Alguna pregunta con relación a este nuevo foro? No, profe, gracias. ¿No? ¿Todo bien? ¿Las y los demás? ¿No? Bueno, pues entonces con este video y esta actividad vamos a cerrar las variantes del francés también y vamos a pasar ya definitivamente a nuestro último tema del curso. Voy a ponerles la presentación para que vean qué es lo que vamos a ver. Tal vez no es tiempo de trabajar algo, porque nos quedarían literalmente solo 2 clases y me interesaría que el lunes de la siguiente semana tuviéramos a lo mejor un espacio para responder algunas preguntas con relación a los temas del curso. Y por eso me interesa que pasemos de una vez a lo de la presentación. Déjenme abrirla para que la vean. La presentación se llama temas selectos del inglés y del francés, o temas selectos nada más. Voy a subir las lecturas entre hoy y mañana. Lo que pasa es que como mi computadora se descompuso y me quedé sin escáner, las voy a escanear hoy. Por eso no las he subido. Espérenme. Documentos. Y vamos a ver 2 temas en específico. Me dicen si ya ven la presentación, por favor. Ya, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con nuestro momento Unitec para pasar a todo el tema. Deseamos contribuir a formar gente que se apegue a la más estricta ética profesional, dotada de liderazgo y deseos de triunfo, gente que estudie y se esfuerce por mejorar, gente que sea capaz de enfrentar y superar obstáculos, gente que nunca deje de luchar e imponerse retos, gente Unitec, ¿no? Filosofía Unitec. Y van a ser 2 temas selectos tanto del inglés como del francés, y van a ser los siguientes. El objetivo es que el alumno profundice en sus conocimientos sobre las vocales largas, diptongos y triptongos del inglés, además de las reglas relacionadas con la pronunciación de la vocal muda o E del femenino del francés estándar. Las lecturas que les voy a poner en Blackboard van a ser relativamente sencillas. La del inglés tiene, si no me equivoco, solamente como 3, 4 cuartillas. La del francés es un poco más larga. Perdón, pero la ventaja que tiene la del francés es que tiene muchos ejemplos para que ustedes puedan comprender mejor las reglas de pronunciación de esta vocal. Y vamos a empezar con las vocales del inglés, las vocales largas, los diptongos y los triptongos. También muchas de las cosas que que vamos a decir con relación a este tema es algo que ya vimos en sesiones anteriores. Entonces, muchas de estas cosas ya no van a ser necesariamente novedosas, ¿no? Algunas sí, otras no tanto. Vamos a empezar con las vocales largas y tenemos que, un poco apoyándose de las simplificaciones que hicieron con relación a los fonemas del inglés y del francés, podemos decir que el inglés tiene 5 vocales que suelen alargarse en contextos en que sus homólogas cortas no lo hacen. Ahorita vamos a ver cuáles son estas homólogas cortas, que es como decir las vocales que se parecen a las vocales largas pero que son cortas, ¿no? Y este primer elemento nos indica que la presencia de una vocal larga en una secuencia fónica sucede porque responde a determinado tipo de reglas de tipo fonológico.
¿no? Es decir, como dice el segundo punto, a lo mejor el alargamiento va a depender de si el fonema del fonema que le sigue, de la presencia del acento, de los puntos de articulación de determinada consonante, de determinada vocal posterior, etcétera. O sea, el alargamiento en inglés responde a reglas de tipo fonológico. Esto no quiere decir que no presente contraste funcional. Vamos a ver, suele haber pocos ejemplos de esto, del alargamiento como contraste funcional, pero en algunos casos sí lo es, ¿no? Además, para algunos hablantes del inglés, las vocales alargadas sí son perceptibles. Se dan cuenta cuando una vocal es corta y cuando una vocal es larga. Podemos decir, o también podemos en un primer momento señalar que las vocales largas, como vamos a ver en este siguiente cuadro, no solo van a ser diferentes con relación a sus homólogas cortas en cuanto a duración, es decir, no solamente se oponen en términos de largas y cortas, sino que también se van a oponer en cuanto a su calidad vocálica, es decir, en cuanto a su modo y punto de articulación. Y ya lo que todos saben, el diacrítico para señalar el alargamiento es este, ¿no? Es importante aquí considerar que el símbolo este no son dos puntos, ¿sí? Parecen dos puntos, pero en realidad no son dos puntos. Son dos triangulitos que están más o menos así. ¿Sí? Esto es muy importante. No son dos puntos, son dos triangulitos, aunque en términos de lo chiquito que se ve ahí no es notorio. Y entonces vamos a explicar un poco esto. ¿A qué nos referimos con homólogas cortas? Si nosotros revisamos los fonemas que hemos trabajado con relación al inglés, nos daremos cuenta, incluso en la tabla de simplificación que hicieron, cuando ustedes señalaban que una vocal era larga, nos referíamos exclusivamente a estos fonemas que están aquí. Pero varios de ellos podemos agruparlos, vamos a decirlo de esa manera, con otra vocal que se le parece y que podría ser la vocal corta, o que es la vocal corta más bien, ¿no? Entonces tenemos que entre la vocal media cerrada anterior no labializada, que sería la corta, la media cerrada anterior no labializada, contrasta con la vocal larga cerrada anterior no labializada, no solamente en el asunto de que una es larga y otra es corta, sino que además una va a ser cerrada y otra va a ser media cerrada, ¿sí? A eso es un poco a lo que se refiere esto de que no solo contrastan en cuanto a su duración, sino también en cuanto a la calidad vocálica, modo y punto de articulación, ¿no? Porque incluso en términos de punto de articulación también, estrictamente podemos decir que la vocal larga es una vocal anterior, pero podemos decir que la vocal corta es una vocal anterior central, ¿no? Está en medio, entre ser anterior y entre ser central. Pero también podemos decir que se parecen hasta cierto punto esas vocales que están agrupadas. Luego tenemos el mismo caso con la vocal larga posterior cerrada labializada, que tendríamos su par media cerrada, central posterior labializada, esta que está aquí. Esta. Me voy borrando para que no se haga. Esta de aquí. La posterior cerrada labializada y la central posterior media cerrada no labializada. No solamente va a diferir en términos de duración de la vocal, sino también en términos de la cualidad vocálica. Va a tener distintos modos y puntos de articulación. Esto es importante porque hay algunos autores también que consideran que el alargamiento es el que produce generalmente el contraste funcional. Pero lo cierto es que el contraste funcional también está apoyado
en las características articulatorias de cada uno de los fonemas, ¿no? El caso especial es un poco en donde el sonido semiabierto central no labializado, que está aquí, tiene cierta similitud articulatoria con la vocal media central, aunque son diferentes, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en términos incluso de acentuación, ahorita lo vamos a ver un poco con los ejemplos, no pueden ocurrir en la misma posición fonética. Aquí simplemente nos referimos a similitud articulatoria, es decir, más o menos las mismas. Estas dos vocales se van a articular en la misma posición de la boca. Después tenemos fonemas cortos que no tienen un par largo, ¿no? Como el semiabierto anterior no labializado, el semiabierto posterior no labializado. Uno que tiene un par largo, o más bien un fonema largo que no tiene un par corto, que sería el posterior semiabierto no labializado. Aunque también hay que decir que este fonema no lo vimos porque es un fonema que regularmente aparece poco en las descripciones, pero podría ser Vamos a ver en el asunto de los diptongos que este fonema va a aparecer ahí, pero que solamente ocurre en esos contextos. Entonces realmente pues no se considera como un fonema pleno del inglés, ¿no? Sino que podríamos decir que aparece en combinación solo con otros fonemas y que en muchos sentidos se asimila a este otro de acá, ¿no? Sin el alargamiento. Porque más o menos están en la misma posición articulatoria. Luego, el siguiente fonema, que sería el abierto posterior no labializado, que está aquí, con su par corto, el medio abierto anterior no labializado. Y por último, otra vocal corta que no tiene un par largo, que sería la vocal posterior abierta labializada, ¿no? Entonces, un poco solamente para resumir y que quede claro este asunto, esta tabla simplemente quiere reflejar que las vocales largas tienen cierto parecido articulatorio con otras vocales cortas, ¿sí? Y ambas se distinguen por los diferentes contextos en los que pueden aparecer. Algunos ejemplos están aquí. Les repito otra vez. No hay necesariamente pares mínimos tan recurrentes para estos fonemas, porque el alargamiento también no necesariamente suele presentar este contraste funcional regular o se apoya en otro tipo de elementos. Pero podemos ver el contraste funcional entre una palabra como bit, y la palabra beat, que tendríamos que pronunciarla con una vocal larga, anterior cerrada, y la palabra bet, que tendríamos que pronunciarla con una vocal media cerrada, anterior central, no labializada. Es el único par mínimo que hay en estos ejemplos así. Porque el siguiente vamos a ver cómo en el par de las vocales posteriores, podemos tener una palabra como foot, que la vamos a pronunciar con la vocal corta, la vocal central posterior media cerrada labializada, mientras que la palabra foot la vamos a pronunciar que es más o menos como nuestra U, la posterior cerrada no labializada y larga, foot. Más o menos tienen una similitud fonética, aunque les vuelvo a repetir, no solamente es el asunto del contraste entre el alargamiento y de por sí la vocal, sino que además tenemos el contraste del fonema final, ¿no? Uno es sordo y el otro fonema va a ser sonoro. Luego tenemos el par que les digo del sonido schwa, o la vocal media central y la vocal semiabierta central no labializada, que solamente destaca que tienen una similitud fonética, pero no pueden aparecer nunca en un contexto similar, es un poco como las otras vocales, ¿no? O sea, por ejemplo, la vocal media central aparece en sílabas inacentuadas, como en el ejemplo de better,
La primera vocal va a ser la semiabierta, pero en la vocal, en la sílaba inacentuada vamos a tener la vocal media central. Y la diferencia es que el otro fonema sí puede aparecer en sílabas tónicas, como en la palabra bird. Y el asunto, o por qué las ponen como pares, incluso en la lectura van a ver que la ponen en términos de que son más o menos iguales, es porque se articulan nuevamente más o menos en la misma posición articulatoria esas dos vocales. Luego la otra vocal que no tiene un par corto, lo encontramos en palabras como board, en donde hay que alargar esa vocal, board. Eso es lo importante de este asunto, ¿no? Aquí hay que contemplar que cuando estemos haciendo estas pronunciaciones, hay que alargar la vocal. Beat, food, bird, board. Y el último ejemplo, que sería el de la vocal media abierta y la vocal abierta. En palabras como can, aquí es donde tenemos que hacerla corta, y luego en palabras como come, en donde hay que alargar esa vocal, ¿sí? Entonces, solamente como para resumir, 5 vocales largas, 4 de ellas tienen un par articulatorio, vamos a decir, que tiene más o menos la misma cualidad vocálica, aunque hay diferencias en cuanto a punto y modo de articulación, algunas, y difieren también por el alargamiento. Y otras vocales que no necesariamente tienen un par largo, ¿sí? Solamente para ir acotando. ¿Alguna duda con esta parte? Eso es lo más sencillo, ¿no? Nos va a complicar más lo de los diptongos. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Nada? Déjame ver qué hora es. No, para yo creo que lo de los diptongos lo dejamos para la siguiente sesión. Pues me importaba comenzarla porque no creo que nos vaya a dar tiempo si la comenzamos la siguiente sesión. El jueves comenzamos a ver lo de los diptongos y ya tendrían la lectura en Blackboard que la pudieran ir haciendo, ¿vale? Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta, duda con relación a la tarea, con relación a lo que hemos estado haciendo. Yo, profe, bueno, de esa presentación, entonces las vocales que son cortas, esas cuando hacemos una transcripción, nunca se van a poder alargar, o sea, siempre va a ser con su par largo, por así decirlo. Sí, por eso te decimos que solo hay 5 vocales largas en inglés, porque las vocales que generalmente van a aparecer alargadas, y que es como regla general que siempre las vas a encontrar alargadas, van a ser estas. Estas no. Ah, ok. Gracias. Sí, estas. Ya, y si ustedes revisan su tabla de simplificación, se darán cuenta que no hay otras vocales que aparecen en diptongo, que es lo que vamos a ver después, ¿sí? Digamos que estas serían como las vocales plenas en inglés, que no necesitan aparecer con otra vocal. Y hay otras 2, y si sumamos a la que les acabo de poner con relación a este fonema, 3 vocales que aparecen generalmente en diptongo. Pero eso lo vemos el jueves. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, chicos, pues si ya no hay ninguna otra cosa, ningún otro comentario, nos vemos el jueves. Y les aviso cuando ya esté la lectura en Blackboard, ¿vale? Que tengan buen día, nos vemos. Hasta luego. Laura, ¿me quieres decir algo? Sí, le quería preguntar algo, profe. Es que en la mañana tenía problemas con mi audio y me tuve que cambiar de dispositivo. Le escribí mi asistencia en el chat, pero ya no sé si sí la vio. Sí, me acuerdo que sí te puse. Velázquez, ¿verdad? Sí, Sí, Velázquez. Velázquez, sí estás ahí. Gracias, profe. Sí. Buen día.
Sí, hasta luego.